Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs se réunissent pour un let's play particulier, donc pour Polescar, un jeu de rôle d'Enzo Cavalier qui est ici présent avec nous. Bonsoir tout le monde. Salut! Salut! Salut. Et merci d'ailleurs Enzo pour d'être présent pour ton jeu, pour qu'on puisse en parler et puis surtout qu'on puisse y jouer. Sachant que le financement participatif sur Game on Tabletop, on mettra le lien donc sous la vidéo. C'est ouvert depuis le 14 novembre 2022. Ça se termine la semaine prochaine, donc le mercredi 7 décembre. Et ça se passe plutôt bien. C'est vrai que ça se passe plutôt bien. Là, on est donc au moment où on enregistre la vidéo, on est à une semaine en fait du lancement du financement participatif. Le jeu a été financé en 3 heures. Lundi à 21h30, il était financé. Et depuis, on est actuellement à 60 contributeurs et à 190%. Et d'ailleurs, c'est fort à propos de faire cette vidéo à ce moment-là, puisque les prochains paliers à débloquer sont des paliers qui sont associés à la collaboration que Polescar a montée avec la chaîne Critical Play. Donc, à savoir un cadre de jeu un petit peu particulier, Portamundis, et un scénario qu'on va commencer à jouer ce soir, le Déchu. Ouais, et ça c'est top parce que ça fait un petit moment qu'on en parlait, ou à l'époque de Feu Fumble Play. D'ailleurs, bon, tout le monde n'est pas forcément réuni ce soir, mais bon, on a un petit coucou quand même des amis qui auraient voulu eux aussi jouer à cette partie parce que on en a discuté pas mal avec toi. C'est un univers qui nous tente énormément. Et c'est vrai qu'à la base, il y a eu plusieurs formules. On voulait d'abord que ça soit donc l'un des MJ autour de la table, puis après on s'est dit tiens, pourquoi ça serait pas Enzo qui s'y collerait, lui qui connaît bien son univers. Et on te remercie pour le fait d'être ce soir le MJ à l'honneur. Et comme ça permettra d'avoir plein de petites touches de ton univers qui vont coller au cadre en plus de Critical Play, parce que t'as fait un peu tes devoirs aussi. Oui. C'est vrai que pour parler un peu de la collaboration et tout, moi, c'est une chaîne que je suis depuis, je pense, avant Cyberpunk confiné. Donc, j'en ai suivi quand même pas mal des émissions. Donc, ça, c'était à l'époque de Fumble Play. Ouais. Et Alien, notamment, que j'avais quand même bien aimé. Et du coup, c'est vrai que dans les collaborations que j'ai menées, que j'ai montées au travers du financement participatif, j'avais envie de montrer différents aspects du jeu de rôle. Et je trouve que l'aspect qui est montré dans Critical Play, avec aussi des vidéos très narratives, très cutées, très montées, j'avais envie que Polescar puisse comment dire, se vêtir de ce setup-là, quoi. Mhm. Et donc, c'est un honneur aussi de participer ce soir à ça. Donc, j'ai essayé effectivement de faire mes devoirs et de coller un petit peu à l'ambiance de Critical Play. Mhm. Je suis pas sûr d'être aussi bon narrateur que votre MJ habituel, mais dans tous les cas, on va essayer de porter les couleurs de Critical Play dans l'univers de Polescar. Ouais. Et on essaiera de répondre au mieux à ton super univers. Mm. Ouais, qui est vraiment Je me fais cool. pas de soucis. On va pouvoir discuter en plus, enfin montrer en cours de partie le système D, donc le système que t'as mis en place, et puis le contexte même du jeu. Je vais peut-être te laisser la main pour parler un petit peu du contexte, et puis on fera peut-être la présentation ensuite de nos personnages pour ce soir. Ouais, ça marche. Donc, très brièvement, quand même, avant que je vous présente le cadre de jeu dans lequel on va jouer maintenant, il faut savoir que donc Polescar, le jeu d'expédition, se passe sur le monde de Polescar, un monde qui autrefois était semblable au nôtre, un planétoïde uni avec des continents émergés, des océans, qui il y a des milliers d'années a subi un cataclysme géologique qu'on a appelé la déchirure. Le monde s'est fragmenté, les océans se sont évidés, sont tombés dans le vide, quoi. Ça a créé un gigantesque nuage de poussière et de débris qui ont voilé l'équivalent de leur soleil. Et l'humanité qui était déjà présente à cette époque, elle s'est enterrée, en fait, elle s'est enfouie sous terre pendant des millénaires pour survivre, pendant que le monde était complètement redessiné par les blizzards et les tempêtes, quoi. Et au fil des millénaires, l'humanité est remontée à la surface et ça a donné, elle a évolué
et ça a donné différentes branches du genre Homo, qui sont les différents peuples que vous pouvez jouer dans Polescar. Donc, hormis une petite créature un petit peu étrange dont on n'a pas de représentant ce soir, on ne joue que des humains. Et donc voilà, donc ça c'est un peu le cadre de Polescar. Comme ce monde a été complètement dévasté, il est entièrement à redécouvrir, d'où cette idée d'expédition, d'exploration, où dans Polescar, les joueurs vont créer une compagnie, qui est un peu leur entreprise d'exploration, avec laquelle ils vont partir en expédition pour récupérer des ressources, convoyer des marchandises, etc. Et nous, aujourd'hui, je les laisserai présenter leur compagnie, puisque après tout, c'est leur compagnie, ils sont bien placés pour pouvoir la présenter. Mais aujourd'hui, la compagnie Icosaèdre voilà, est une compagnie d'exploration. Et donc, le livret dans lequel s'insère cette collaboration, c'est le livret Porta Mundis. En gros, la chronologie du livre de base se finit à 150 ans après la découverte du bateau volant, en fait l'invention du bateau volant qui permet justement de se déplacer entre îles et d'essaimer à travers le stratos, cet espace aérien stratosphérique. Et Porta Mundis se passe 100 ans plus tard, 250 ans après l'invention du bateau volant, à l'heure où l'humanité elle a vraiment conquis le stratos et où elle a découvert des espèces de nœuds, des nœuds gravitaires, qui lui permet en fait tout simplement de faire des sauts, un peu comme des trous de verre, à travers le Polescar. Et on est dans cette période de grande découverte, et à cette occasion, Hélios, la plus grande cité du Polescar et la capitale de la nation polescarite, a décidé d'organiser une exposition universelle pour que tous les chercheurs et les savants du Polescar convergent en fait vers la cité et présentent leurs découvertes, etc. Et donc, le setting est le suivant. Comme d'innombrables voyageurs, vous vous rendez à Hélios, la plus grande cité du Polescar, pour assister à sa célèbre exposition universelle. Menant habituellement des expéditions au cœur du grand désert Al-Saline, pour étudier ces ruines antiques, vous avez entamé un interminable voyage chargé d'escorter votre mécène jusqu'à Hélios. Vous êtes censé retrouver votre commanditaire lors de votre escale au stratoport de Dunan face à son célèbre nœud gravitaire. Cet homme, vous le connaissez. Il s'agit de Zareko Korlov, un magnat minier originaire de la cité d'Osgota. Il s'est toujours intéressé à vos expéditions sur les contreforts du Zayar et y a parfois participé en sa qualité de mécène. À l'occasion de l'exposition universelle, il vous a demandé de l'accompagner pour présenter le résultat de vos recherches à un cercle très privé d'amis. Arrivé depuis quelques heures au stratoport de Dunan, vous avez acheté vos billets pour le croiseur Regino de la compagnie éponyme, spécialisée dans les sauts gravitaires. Vous savez que la procédure d'appareillage du croiseur pour le portail qui permet de franchir le nœud est relativement longue, vous laissant quelques heures d'escale au stratoport. Vous devez retrouver Korlov dans le grand temple de la Voie Ardente. C'est un homme pieux et casanier, stressé par les grands voyages. Le saut gravitaire l'angoisse sans doute et il s'en remet actuellement à l'astre roi. C'est peut-être le moment de présenter vos personnages. Qui êtes-vous ? Quelles sont vos aspirations ? Pourquoi vous vous connaissez et pourquoi avez-vous décidé de fonder une compagnie ensemble ? Qui commence ? Eh ben, Machaoué, la plus vieille. Respect. La doyenne. La doyenne. Donc, j'incarnerai ce soir Amachawe, effectivement, qui est la plus vénérable engagée de notre compagnie. Donc, une femme humaine d'un certain âge. La pauvre a malheureusement perdu tout d'abord son père et ses sœurs, en fait, vis-à-vis de ce grand froid qui est tombé sur notre continent. Et ensuite, son peuple, du coup, s'est réfugié sous terre, et sa mère étant la Wakai, du coup, la chef de notre clan, est ressortie la première avec un certain nombre de volontaires, mais ils ne sont jamais revenus. Quand Amachawe a elle aussi fini par sortir et qu'elle découvrit cet immense
gris, en fait, tout simplement, qui se tenait au-dessus d'elle. C'était devenu insupportable. Et du coup, Ouais, ouais, agiter carrément. Dexar et trouver des artefacts pour répondre à ces questions, et notamment, qu'est-ce qui se trouve au-delà de cet énorme grisâtre, des nuages grisâtres au-dessus de nous. Mais étant donné son âge assez avancé, elle ne peut pas réussir toute seule ses ambitions, et c'est pour ça qu'elle s'est du coup bien entourée, ma foi. Eh ben, on va passer à Sacha. Oui, alors, donc moi en fait, je viens d'une famille, d'une colonie en fait ouvrière, où j'étais dans mes plus jeunes années mineure. Et comme je suis une âme rebelle et avec un goût pour l'insurrection, j'ai vite fait développer mes compétences en matière de combat, et notamment d'armes à feu, parce que je suis une fine gâchette. J'ai d'ailleurs mené différents, on va dire, attaques où je me suis retrouvée dans des conflits. Enfin bon, bref, j'ai fini en tôle. Mais comme du coup mes faits d'armes sont remontés par chance jusqu'aux oreilles. Excuse-moi, je redis ton prénom. Azerio. Azerio, voilà, qui a pu payer ma caution, me libérer pour me proposer d'agir pour lui, voilà, d'offrir mes services de combattante. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Mais je suis en tout cas un peu un électron libre, mais du coup j'ai été quand même rassurée de faire partie d'une compagnie pour être quand même un petit peu cadrée et entourée et retrouver semblant de famille. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? T'es notre petit enfant. Voilà, on échange les rôles cette fois-ci. C'est ça. Eh bien, on va finir avec Azerio, donc, qui est un magnard, c'est-à-dire un de ces puissants chercheurs qui tente d'exploiter la puissance du thermokarst, donc ce gaz qui est répandu un peu partout dans le Polskar, qui permet notamment donc aux appareils volants de se déplacer d'un point à un autre. Le but, hein, c'est d'utiliser cette puissance pour plier la matière, l'espace et le temps à ma volonté. Je suis né dans la grande cité d'Hélios, et j'ai qu'un objectif, c'est d'y retourner, et notamment d'apprendre un peu plus sur les déchus, donc c'est ce peuple qui vivait avant la déchirure, donc ce grand cataclysme qui a totalement transformé Polskar. Et je suis un des membres fondateurs de la compagnie donc d'exploration Icosaèdre, donc notre compagnie avec laquelle on a essayé de regrouper un petit monde pour pouvoir explorer plus efficacement avec notre mécène l'ensemble des territoires qui composent Polskar. Voilà. Très bien. Est-ce que pour les viewers qui nous regardent, pour qu'ils comprennent un petit peu comment on a construit vos personnages, Mhm. vous pouvez brièvement nous donner votre peuple, votre voix et votre carrière, Mhm. qui sont en fait les trois composantes, le triptyque avec lequel on construit un personnage dans Polska? Zerio, il fait partie de la nation Polskarite, ou Polskari. Polskarit? Polskarite. Voilà, étant Alios, donc qui est la capitale, hein, c'est ça, donc de la nation Poscarite. C'est un exposé, donc il va souvent à l'extérieur, pour essayer d'obtenir différents types de renseignements, d'aller voir par exemple hein, les anciennes cités des déchus. Et puis en tant que magnard, ça c'est une carrière particulière. Je sais pas si Enzo, tu veux en dire un tout petit peu plus là-dessus, mais J'ai envie de dire que tu es le premier magnard de toute l'histoire de Polskar, donc bonne chance à toi. Mais surtout, en fait, le magnard, c'est la nouvelle carrière. Le livre de base propose 10 carrières et le livret Portamundis, qui reste encore à débloquer à l'heure où on parle, propose une nouvelle carrière, ce magnard, qui est né, en fait, comme tu l'as dit, de cette un peu révolution technologique, etc. hmm. Eh ben, Très bien. je laisse mes camarades. Ouais, ok, bah, je prends la suite. Du coup, moi aussi, pareil, comme Azario, je fais partie de la nation Polkar. Moi, je suis Polskarite. abritée. Polskarit.
De la nation, hein, vous pouvez dire. Tout le monde Voilà, appelle de ça la nation, la la nation. nation, la nation P. Je suis moi une abritée, donc je suis restée au cœur des villes. Je suis jamais vraiment trop sortie. Et du coup, moi je suis tirailleur. Voilà. Très bien. Et Car du coup, Amatchawe fait partie des peuples de la résistance. Du coup, ce sont les deuxièmes peuples à être sortis de terre, ce qui fait d'eux un peuple assez voilà, résistant, mais au niveau corporel, mais aussi vis-à-vis de la grande nation, si je puis dire. En voie, je suis exposée, donc c'est un peuple qui est assez nomade et j'ai une carrière mystique puisque ma chère maman m'a initiée du coup au rituel chamanique et tout ça, quoi. Parfait. Et la suite après le générique? Lorsque vous arrivez devant le temple à la gloire de l'astre-roi, un cortège de disciples de la voie ardente en sortent, récitant des litanies à la gloire d'Adéus et agitant leur encensoir saturé de fumée épicée. Sous la voûte ornée de coupoles dorées, vous cherchez du regard Zareko Korlov, votre mécène, mais ne trouvez que son serviteur, Gortuga, un vieil homme présent à chacune de vos entrevues avec Zareko. Il est agenouillé devant la statue d'une femme, sculptée à même un pilier du temple. Gortuga se bande la main qu'il vient d'inciser pour déposer quelques gouttes de sang dans une coupe creusée sur l'autel. Le sourire du vieil homme, le sourire qu'il affiche peine à masquer un visage usé par l'inquiétude. Il vous invite à le suivre jusqu'à la promenade où il doit retrouver Korlov. Là, sous une arche de pierre, avec pour vue le nœud gravitaire de Dunan, Gortuga vous fait un bref résumé de la situation. Zareko n'est plus que l'ombre de lui-même. Peu avant votre dernière entrevue, Korlov a rejoint une société secrète, les Explorateurs du passé. Croyant que leurs ambitions étaient aussi pieuses et intègres que celles de la société d'exploration héliosienne, Korlov a dépensé sans compter, finançant nombre d'expéditions à travers la contrée de l'Or, au cœur d'Al-Saline et dans les contreforts du Zayar, y compris les vôtres. Ceux qui lui ont confié les reliques que vous détenez exigent des résultats toujours plus pressants. Korlov a très vite percé à jour leurs réelles ambitions, retrouver la bibliothèque engloutie d'Hélios et en percer les mystères. Gortuga s'exprime à vous d'une voix qui transpire la tristesse et l'inquiétude. Quelle que soit la nature de vos rapports et l'avis que vous vous faites de lui, ne le décevez pas. Sa santé mentale en dépend. Ne distinguant pas la silhouette de Korlov à travers la foule, Gortuga vous donne une adresse située dans le bazar de Dunan. Il vous dit que son maître devait y faire quelques emplettes avant le saut. Pour sa part, il reste des préparatifs à faire avant la poursuite du voyage. Ok. Donc là, on se retrouve dans le bazar, c'est ça, à rechercher notre mécène. Ouais, vous êtes exactement. Donc vous êtes dans ce stratoport de Dunan et vraiment qui donne en fait qui a pour vue en fait le nœud gravitaire éponyme en fait, le nœud gravitaire de Dunan, cette espèce de gigantesque orbe faite de gravité pure dans lesquelles
convergent les courants gravitaires et par lequel vous allez dans quelques heures devoir sauter à bord du croiseur Regino. Un croiseur en fait lourdement blindé justement pour résister à la pression des courants gravitaires. Et vous êtes dans ce bazar. L'adresse que Gortuga vous a donnée est celle d'un antiquaire réputé dans toute la brisure pour ses babioles de qualité. Sa boutique est mitoyenne à un bar bruyant où Aéros et Ferrailleurs viennent consommer leur paye avant de retourner les premiers au stratoport et les seconds au chantier d'armateurs. Vous êtes face à la façade de cette échoppe d'antiquaire, visiblement une façade assez décrépite, quelqu'un qui ne fait pas forcément attention à l'esthétique de sa boutique, mais plus à la qualité des babioles qu'elle contient. Et c'est à ce moment où on vous retrouve. Faites-vous. Ok. Bah, je regarde mes deux comparses. Bon, il se pourrait que on retrouve Zareko comme Zareko en mauvaise posture, fatigué, épuisé. Je ne sais pas quelle est sa pensée actuellement, mais il va falloir qu'on lui remonte un peu le moral, si je peux m'exprimer ainsi. Et tu vois que je sors ma pipe et je commence à l'allumer. Vous en pensez quoi ? Moi, je suis un peu distraite. Je regarde le bar d'à côté parce que je vois qu'il y a pas mal de monde et j'essaye de voir si je vois pas des connaissances en fait. Tu sais, je roule un peu des mécaniques. J'aime bien me faire voir. Mais je t'écoute d'une oreille quand même. Moi, je lève les yeux au ciel en voyant Sacha, je la tire par la peau du cou et puis j'avance dans la boutique. Eh ben, je les suis. Par contre, question, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai un Knou, du coup, qui se nomme Oko, qui m'accompagne. Est-ce qu'il est présent ? C'est à toi de décider s'il est présent ou si tu l'as laissé au gardiennage des animaux de compagnie du croiseur. Mais c'est à toi de voir. C'est un animal qu'on voit souvent en ville ou pas vraiment ? En ville, pas vraiment quand même. Donc pour décrire un knur c'est le mix parfait entre un phacochère, une hyène et un lévrier. Donc Oula. on est vraiment, ça a vraiment la gueule d'un phacochère, mais ça a l'agilité d'un chien ou d'une hyène, quoi. Donc c'est un phacochère très agile. Voilà, c'est un peu le chien du Polescar, mais par contre, c'est un animal qui a plus l'habitude de vivre, comme toi à Machaoué, dans les grandes plaines du Vaste, quoi. Donc après, c'est un knur dressé, donc il peut rester à tes côtés sans forcément. C'est à toi de voir, quoi. Ouais, je me dis qu'il serait peut-être mieux quand même en étant loin de la ville, quoi. Donc je l'aurais laissé à ce moment-là au gardiennage. Ok. De toute façon, la compagnie Regino qui va vous permettre en fait de traverser le stratoport, vous avez pris vos billets, mais en fait vous avez juste récupéré vos billets qui étaient voilà, préenregistrés à votre nom, hein. Korloff a déjà payé puisque de toute façon vous n'avez tout simplement pas les moyens de vous payer la traversée d'un saut gravitaire. Donc ton Oko est très très bien comment dire Loti. est très bien loti voilà, au service de la compagnie, quoi. Ok. Donc du coup tu te diriges vers la porte de la boutique. Ouais, on se En déplace tous. Ok. En entrant dans la boutique, vous entendez le bruit caractéristique de la faïence brisée. Sous vos bottes craquent les restes d'un vase antique. Dans la pénombre de l'échoppe, vous percevez le chaos causé par une bagarre visiblement récente. Ce sentiment est immédiatement conforté par un grincement de porte dans l'arrière-boutique. La pénombre règne, vous êtes entouré de bibelots, de reliques, de tapisseries, de tableaux. Vous avez un mauvais pressentiment. Et on voit Karloff ou pas du tout ? Là, la boutique a l'air d'être comme beaucoup de bâtiments en fait dans Polescar. Elle a l'air d'être construite vraiment entre plusieurs bâtiments avec plein de demi-niveaux assez labyrinthiques. Donc, de ce que vous voyez quand vous émergez en fait dans la boutique, c'est vraiment, vous savez, ces vieilles boutiques d'antiquaires là qui sont saturées d'étagères un peu les unes en travers des autres, etc.
et vous voyez visiblement que il y a des babioles qui sont brisées au sol, chose qui ne devrait pas être le cas. Vous entendez une porte arrière grincer, et vous, pour l'instant, vous voyez pas Korloff. Voilà. Que faites-vous? Et au niveau du sol, c'est brisé, on a l'impression qu'il y a eu pas mal de monde, ou que c'est 2 ou 3 personnes, mais qui ont vraiment fait un tapage total à l'intérieur de chez l'antiquaire. C'est pas sans dessus-dessous, mais comme si il y avait eu une altercation entre une ou deux personnes. Tu peux me faire un petit jet d'observation, si tu as envie vraiment d'étudier l'environnement. Alors, Vas-y. eh ben, je le fais avec esprit, donc je regarde vraiment méthodiquement, j'essaye de classer un peu les informations. Donc je prends l'aspect. Est-ce que je peux utiliser humain dans l'aspect secondaire, vu qu'on est dans des habitations Ok. Vraiment humain ou abrité, là, dans ces cas-là, ouais. Bah, j'ai aussi abrité, j'ai un point. Et puis voilà, et puis observation, j'ai 1, donc ça va faire 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 dés. C'est un aspect secondaire au choix. Hein. Ah oui, d'accord. C'est un aspect secondaire, et là je te dis c'est humain ou abrité, parce que tu es dans un environnement abrité. Eh ben humain j'ai 2, par des humains. donc je pense que je vais prendre 2, donc ça fait 5, 6 en tout. Donc 6 dés, Ça marche. Hop, je lance... Donc le but là c'est de faire soit un double, soit un triple, full, ou etc. C'est ça. Exactement. Okay. L'objectif c'est de lancer le plus de dés possible. Toujours consulter si vous avez des vécus qui peuvent servir à l'occasion et qui peuvent vous rajouter des dés. Et puis voilà, l'objectif c'est de constituer un double, un triple, un full, un quadruple. Voilà. Eh ben j'ai fait un double, enfin j'ai fait 2 doubles, mais bon, voilà. J'ai fait un double au moins minimum. Ok. De ce que tu étudies, c'est que vraisemblablement, donc de ce que tu vois en faisant comme ça, en balayant un peu un tour du regard la pièce, tu vois que effectivement les babioles qui sont entreposées là ont l'air d'être de bonne qualité. Ça a l'air d'être un bon antiquaire. Et tu vois également qu'à l'organisation des étagères, des petites échelles, etc., ça n'a pas l'air d'être une boutique qui est tenue par un humain. Et ce que tu vois également, c'est que par rapport à ta question de savoir combien de personnes étaient là, visiblement, on dirait que c'est une personne qui était trop massive pour évoluer entre les étagères, qui aurait en fait poussé potentiellement nonchalamment des étagères et qui aurait fait tomber des vases, etc. En tout cas, de prime abord, quand vous êtes dans cette espèce de seuil, en fait. Est-ce que l'un d'entre vous a l'aspect secondaire d'Ainos ? Non, pas moi. Non. Ok. Non. Eh ben, je me retourne vers mes 2 comparses. Vous avez entendu la porte arrière ? Ouais, j'ai entendu aussi. Moi, de toute façon, quand j'ai entendu, en fait, j'ai pris mon arme en main, voilà, pour défendre au cas où. Je lui baisse son arme, je crois, Sacha, qu'on va pouvoir peut-être d'abord discuter avant de sortir les armes. De quoi tu parles? T'as rien vu? On sait jamais. On va peut-être... Si on essayait d'être discret. Voilà, si on pouvait être discret. Regardez où vous marchez déjà. Oui. Et laissez-moi faire. Au moment où vous faites ça, parce que ça dure quand même peu de temps, du coup, vous êtes en train de discuter, vous êtes en train de réfréner les élans de Sacha. Toi, Sacha, tu entends provenir en fait potentiellement de la ruelle adjacente un espèce de « Hé, fais attention !» Comme ça, un peu étouffé par forcément le mur, l'établissement, etc. Et comme s'il y avait eu une altercation donc, dans la rue arrière, en fait, à l'arrière de la boutique. Voilà. Et voilà. Donc elle est la seule à l'avoir entendu. En tout cas, je donne l'information à elle parce qu'elle était quand même assez intriguée par le truc. Après, vous l'avez peut-être entendu, mais vous êtes en train de calmer ses ardeurs. Donc, Ok, donc toujours la main sur son arme. On ferait mieux de faire attention et peut-être attendre l'antiquaire.
avant de commencer à montrer les armes. Et là, il est parti notre antiquaire. Je sais pas, Je le vois pas, mais il est peut-être dans un autre passage. Mais en tout cas, la porte arrière, je l'ai entendu bouger. Donc il y a sûrement quelqu'un qui est sorti par la porte arrière. Et là, Sacha, ça serait utile que t'ailles le voir. Pourquoi moi? Mais Tu- tu nous as regardés. Je retire. Mais allez, vas-y, fais ce qu'il te dit là un peu. Allez, Sacha, Mais ça moi, te fera je du bien. comprends pas pourquoi ça va bien aller. Bon bref, ça me saoule. Je garde quand même mon arme. Hein? Voilà, je la prends pas dans les mains, mais elle est prête. Mhm. Je me dirige vers la porte qui a grincé. Ok. Donc, Sacha, tu t'élances à travers donc, cette espèce de labyrinthe en fait d'étagères, d'amoncellements, de babioles, de tapis, etc. Quand en fait tu t'avances dans la boutique, immédiatement tu sens, malgré le fait que tu ne sois pas forcément habitué à la présence des Dainos, tu reconnais immédiatement une odeur assez forte, assez acide de musc qui est caractéristique en fait des Dainos stressés. Voilà, quand un Dainos il est stressé, il y a une odeur qui se dégage de lui et tu sens en fait situé dans une des salles qui constituent en fait cette boutique à l'agencement chaotique. Tu sens du musc qui se dégage de là et quand tu arrives là en fait tu vois effectivement la porte de l'arrière-boutique qui a été qui a grincé, visiblement c'est elle, et qui a été lourdement poussée et qui donne sur l'arrière-rue, quoi. Ok. Bah, je fais des signes un petit peu de... Oh! Bah, en l'entendant, moi, Là, je les me gars. dirige vers Sacha. Ok. Et toi, Sacha, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là? Tu poursuis vers la... Moi, je continue parce que j'ai détecté que l'odeur, c'était un Dainos, donc je me sens quelque part un peu rassurée. Donc voilà, si c'est quelqu'un qui est un être plutôt pressé ou quoi, voilà, je pense qu'on peut être rassuré et y aller. Ok. Ok, donc tu te diriges, juste pour qu'on se soit clair, Oui. tu te diriges vers la zone où tu sens le muscle ou tu te diriges vers la rue? Non, vers là où je sens le muscle en fait, parce que je me dis qu'il est peut-être en danger ou il peut nous informer en tout cas de quelque chose. Ok. Et ben du coup, tu es comment dire, rejoint par Azerio et quand vous arrivez en fait vraiment dans le cœur de la boutique, vous tombez dans cette espèce d'arrière-salle où vous voyez en fait plusieurs éléments vous sautent aux yeux. La première chose, c'est tout simplement le corps agonisant de ce qui semble être l'antiquaire, qui est tout simplement un Dainos d'un âge assez avancé. À en croire les éclats de lumière cristallisés autour de lui, il s'agit de ce qu'on appelle un tisseur luménique. Et vous voyez du sang bleu qui coule de toutes ces plaies apparentes. Vous voyez ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous voyez en fait derrière lui, sur une table d'études, vous découvrez Korloff, affalé sur des cartes et des parchemins. Il est vraiment affalé sur son bureau et dans son dos est planté un surin dont le pommeau est fait à partir d'un os humain. Vous voyez ça, je vous décrirai en fonction après ce que vous me... Voilà, en gros, vous voyez ça. Vous voyez une table avec Korloff, vous voyez qu'il est avachi sur des documents, et vous voyez le corps de ce Dainos qui a vraiment le souffle. Eh ben, moi, je cours à l'arrière-boutique, donc vers la porte qui a été défoncée. J'essaye de voir s'il n'y a pas quelqu'un qu'on peut voir qui a essayé de fuir le plus rapidement possible. Ok. Donc toi tu te précipites vers l'arrière-boutique, tu fais ça. En fait, quand tu arrives, tu vois justement un homme qui a l'air d'être assez massif et qui visiblement a percuté un groupe de ferrailleurs et qui est maintenant à une 30aine de mètres et qui se déplace comme ça assez lourdement, hein. C'est un homme qui fait 2 bons mètres de haut et voilà,
le groupe ne semble même pas l'avoir ralenti dans sa course. Si tu veux essayer d'en apprendre plus sur son identité, je vais te demander de me faire un jet d'humain plus observation. Et en fonction de ton niveau, en fonction de la difficulté que tu auras atteint, je te donnerai plus ou moins d'informations. Entre guillemets, pas bon. Donc on est reparti pour 6. Ouais. Hop, 6 dés. Sacha, Amachawe, que faites-vous pendant ce temps? Bah, moi, du coup, je suivais, mais d'un pas tranquille, du coup, les copains derrière leur boutique. Donc, j'imagine que je viens d'arriver face à l'antiquaire. Ouais. Ah, vous m'avez l'air assez mal en point. Vous aurez peut-être besoin d'aide. Bah oui, Voilà. Shamawe fait quelque chose. Oh, mais c'est bon, j'arrive. Donc, du coup, je vais tenter un petit... Ah, d'accord, on le comprend ou pas du tout? Un Dainos, ça parle comme ça. En fait, un Dainos, ça n'a pas de corde vocale. Donc, en théorie, un Dainos, pour se faire comprendre, ça dessine des symboles lumineux, soit sur sa peau, soit dans l'air, etc. Mais là, il est vraiment... Ok, attends, là, on se calme. Je vais déjà essayer de soigner vos blessures. Après, on essaiera de discuter. Tu veux le soigner? J'ai soin, mais alors par contre, en secondaire, je ne sais pas quoi utiliser, si tu veux bien... Dainos? T'as pas de Dainos? Mais non. Soin et puis un aspect. Et puis, il faut être bon. Ah, ça va faire 3, hein, ça fait pas beaucoup, là. Ok, alors comment tu peux faire pour te rajouter potentiellement des dés? La première solution, c'est de dépenser de la détermination. La deuxième solution, c'est de se faire aider par un compagnon. Donc qu'un compagnon dépense de la détermination pour te donner un dé en fonction de son résultat, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ou après, ok, tu as 3 dés, mais si tu as des outils qui peuvent te permettre de relancer ou des vécus qui peuvent te permettre de rajouter un dé, ça peut te donner des dés supplémentaires. Comme j'ai métier herboriste, est-ce qu'on peut considérer que j'aurais sur moi des petites plantes ou quoi pour... tu vois ce que je veux dire? Ouais, des remèdes. Ouais. Carrément, tu as des remèdes d'ailleurs. Ok. Tu as des plantes médicinales dans ton inventaire. Exact. Ok, donc du coup, je peux utiliser... J'enlève un point d'herboristerie, du coup. Non, en fait, tes outils, tu les décocheras que si tu les utilises pour relancer tes dés. En fait, là, tu vas associer un aspect secondaire. Là, pour soigner un Dainos, il faut quand même du Dainos. Donc, un aspect secondaire Dainos et puis ta compétence soin. Tu vas lancer tes dés et tu pourras décider de dépenser des plantes médicinales pour relancer tout ou partie de tes dés et tenter d'améliorer le score que tu auras fait. Ok, donc je lance un petit 3. Allez, on y croit. Eh bien, rien du tout. Donc Rien là, du tout, j'utilise mes petites herbes, c'est ça, et je relance. C'est ça, j'ai compris? Ouais, t'as compris. Ok. Je relance que 3. Bah oui, tu relances 3D, ouais. Tu relances toute j'essaye, partie de tes dés. Ah ouais, non mais tu peux essayer. Non, bah je relance tout. Eh ben, toujours rien. Ok. Et en fait, tu vois que le Dainos, il arrive pas en fait à surmonter la souffrance puisqu'il est vraiment couvert de plaies béantes, de ce sang bleu qui coagule beaucoup plus vite que du sang humain, se répand difficilement de ses blessures. Et il te saisit de... En fait, il a 2 paires de bras, il a 6 yeux qui lui traversent en fait le visage. Il a 3 paires d'yeux. Il te regarde comme ça, vraiment. Il est aux portes de la mort, quoi. Et brièvement, il te saisit de 2 de ses mains. Et avant de potentiellement sombrer dans l'inconscience, il arrive, il se sert en fait de ses sécrétions luméniques pour te dessiner des symboles. Le premier symbole qu'il arrive à te dessiner, c'est, semble-t-il, une cité. Alors, au regard de son état, il ne se perd pas dans les détails, mais il semble dessiner une cité coiffée de coupoles et de minarets. Tu vois, il dessine comme ça la skyline d'une cité, en gros. Et il projette ce symbole lumineux en l'air. Et sous ce symbole lumineux, il va dessiner une porte et surmontée d'une couronne. Et
il balaye la porte et il symbolise des yeux ouverts. Et tu vois que très rapidement, en fait, pour faire ça, il puise dans ses dernières ressources et tu le vois sombrer dans l'inconscience, perdre connaissance. Pendant ce temps, Sacha, tu vas me dire ce que tu fais, mais pendant ce temps, Azerio. Ouais, alors moi j'ai fait 2 doubles. Par contre, dans inventaire outils, j'ai connaissance. C'est en fait, je peux essayer de. Alors c'est vraiment des outils, je peux pas. C'est quelque chose que je dois sortir. Ça peut être des cartes. Donc je peux pas forcément relancer. C'est-à-dire que ce serait plus avec détermination que je pourrais essayer de relancer. C'est ça? Ça dépend. En fait, c'est des mots-clés, ces outils. Ça permet aussi d'expliquer un peu la mécanique. C'est des mots-clés, donc tu as des outils de connaissance. Derrière ces outils de connaissance, toi, tu y mets ce que tu veux. Okay. À toi, via de la narration partagée, d'inventer un objet qui pourrait faire partie de ce mot-clé-là, qui pourrait te permettre de mieux étudier. Bah, en fait, j'ai beaucoup d'ouvrages. J'ai notamment un petit carnet dans lequel je note pas mal de choses sur les différents peuples et les différents lieux que j'ai pu traverser. Donc est-ce que j'ai pu, peut-être même ne serait-ce que de manière intentionnelle, mais noter des choses qui pourraient peut-être m'aider à remarquer un détail qui correspondrait au personnage ou à un groupe dont fait partie le personnage que j'essaye d'identifier? Ouais, ça peut carrément. Cool. Donc je peux relancer 2 dés. Alors, les carnets de croquis, ouais. Alors je vais relancer donc le 6 et le 5. Donc j'ai fait 2, 2 et 2, 1. Donc je vais relancer... 2, alors ça fait 6 toujours, et 4, ouais, bah ça reste sur un double. Ok, donc ce que tu arrives à voir en fait de cette personne qui a vraiment fondu, il a traversé ce groupe de ferrailleurs qui était à l'arrière du bar en train de fumer, de boire des coups, etc. Tu vois que l'homme porte un épée par-dessus de cuir et il a le visage caché en fait derrière une large capuche. Ce que tu identifies quand même, c'est que son vêtement est vraiment de piètre qualité. Il a l'air déchiré par endroits, vraiment usé. Et ce que tu vois également, au moment où vraiment il passe le coin de la rue, où tu perces la vision sur lui, tu vois qu'il a une démarche irrégulière. Il a l'air d'être handicapé par ce qui semblerait être une blessure à la jambe ou quelque chose comme ça, quoi. Et il se rue vraiment, il marche... Eh ben, je regarde donc la compagnie, je regarde l'homme et je fais « C'est plus de mon âge, mais... » Et je commence à courir dans la direction du type. Ok, tu vas me faire un jet de mouvement avec corps pour voir à quel point tu arrives à le rattraper. Pendant ce temps, Sacha, que fais-tu ? Moi, je pousse un gros râle, voyant que les deux sont morts. Et mais je fais chier, quoi. Et je vois Azerio qui parle, mais... Et puis je vais en fait vers lui, en fait. Genre, t'as vu quelque chose? Mais je le vois en fait qui part... Voilà. Je cours. Je fais juste un signe vraiment... rapide. Ouais, voilà. Tu vois que vraiment, il s'élance et il te fait un signe rapide. Bah, du coup, je vais dans sa direction, quoi. Je cours vers là où il court. Ok, et bah tu vas me faire toi aussi un jet de mouvement, sachant que pour évoluer comme ça dans des ruelles, on est d'accord qu'un stratoport, c'est dense, il y a des ruelles, il y a des grands quais sur lesquels sont entreposées des caisses de marchandises. On est vraiment dans un milieu construit par les humains, et on est aussi dans un milieu abrité. On est d'accord ? Voilà, abrité ou peuplé d'aéros, parce qu'on est quand même dans un environnement stratosphérique. Donc là, en termes d'aspect secondaire, je vous aide parce que c'est un one-shot, vous connaissez peut-être pas très bien l'univers, mais voilà, vous pouvez associer à ce jet de mouvement l'aspect secondaire humain, abrité ou aéros. Ok, c'est comme ça qu'on essaie de justifier les aspects secondaires. D'accord, c'est l'un ou l'autre, hein. C'est pas... C'est toujours l'un ou l'autre, ouais. Ok, donc du coup, moi, ça me fait 5D. Ah oui, c'est vrai que t'as 3 en corps, c'est ça? Ouais, attends, parce qu'il y en a un que je veux supprimer. Alors, ça fait 5. J'ai un combo. C'est-à-dire? Bah j'ai 2 fois 1 en fait, donc Un double. Un double. Un double, voilà. Un double. Voilà.
Ok. Eh Ok. ben, Et toi, Azerion? alors moi, est-ce que je peux utiliser l'aspect esprit en essayant de limiter, de gagner du temps en fait sur le trajet, en essayant de vraiment faire attention aux personnes qui sont en face de moi et d'essayer de prendre le meilleur trajet possible. Et Ouais, donc carrément. de moins Carrément, m'épuiser en essayant vraiment de voilà d'anticiper les choses. Carrément. Ok. Carrément. Eh ben je vais prendre donc esprit avec humain, donc ça me fait 5 dés. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez. Ah, ça fait qu'un double. Et je vais quand même utiliser un point de détermination pour lancer un dé. Ok. Alors, allez, on va espérer. On va en lancer un. Ah non. Ah, ça restera un double. Très bien, donc vous vous élancez tous les deux, rapidement quand même, le peu d'avance que tu avais pris, Sacha, par son jeune âge et sa meilleure condition physique, elle te rattrape. Vous êtes tous les deux à la même hauteur au moment où en fait vous passez à travers ce groupe de ferrailleurs qui semble vraiment être emmerdés par l'attitude du gars qui les a bousculés, ils sont renversés un peu partout. Passez, et quand vous passez le coin de rue où tu as perdu la vision sur lui, vous débouchez en fait sur une vaste agora sur laquelle sont installés des étals de machards, donc ce qu'on appelle des marchands artisans. Vous voyez des étals comme ça, vous voyez une foule un petit peu bandée, et quand vous débouchez là, en fait, vous voyez cet homme qui se retourne. Il a l'air de vous avoir de vous avoir perçu, d'avoir senti que vous étiez sur ses talons. Et en fait, il se retourne un petit peu et vous le voyez sortir un espèce de gros pistolet assez rudimentaire et vraiment immédiatement tirer dans votre direction. Le bruit retentit, il y a forcément des cris, il y a un mouvement de panique. Et en fait, le projectile qu'il a tiré, ce n'est pas une balle, mais c'est une sorte de fusée, comme une fusée de détresse, qui vient percuter un étal et qui propage une fumée relativement dense sur l'agora, comme pour couvrir ses traces. Ok. Eh ben, on court encore. Ok. Bah, vous allez me refaire un jet de mouvement pour voir si vous arrivez à le traverser. Sachant que là, comme en fait il y a un mouvement de panique, je vais vous imposer le dé d'adrénaline. On est d'accord, on vient de vous tirer dessus, vous êtes soumis à un danger. Là, en termes de jeu, on est dans une épreuve, puisque tu me demandais tout à l'heure comment ça se passait, Amandine. Là, on est dans une épreuve et je vous impose le dé d'adrénaline. Le dé d'adrénaline, vous allez le lancer, donc c'est un dé d'une autre couleur. Vous allez le lancer en même temps que vos autres dés et il va agir comme une difficulté supplémentaire. Okay. Ça veut dire que ce dé, il va donner un résultat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va falloir que vous fassiez un combo dont le résultat est identique au dé d'adrénaline pour canaliser votre adrénaline. Ok. Ok. Eh ben, c'est parti. Attends, il faut que je trouve... faut deux trucs de dés, là. Mon... Bon, juste... Amashawe. Que fais-tu? Le Dainos à tes pieds vient de perdre connaissance. Les symboles lumineux qu'il a dessinés, il respire. Tu sais qu'un Dainos, ça a 2 cœurs. Donc il respire, tu sens les battements de ces 2 cœurs qui semblent petit à petit s'apaiser, diminuer. Tu vois les symboles lumineux qu'il a dessinés dans l'air petit à petit se désagréger, s'étioler. Ouais, tu te juste retrouves avant là. qu'il disparaisse, tu décrivais tout à l'heure que Zareko était sur une table où il y avait des cartes, c'est ça, hein? Ouais. Je prends une carte, je en retourne une et j'essaie de gribouiller vite fait, tu vois, les dessins. Ok. Pas de souci, tu arrives à les dessiner schématiquement pour te garder ça en mémoire. Ouais. Et tu es donc plongé dans cette boutique d'antiquaire qui paraît sinistre. Et tu vois surtout le corps de Zareko vraiment avachi sur la table d'études, un surin planté dans son dos. Est-ce que justement le surin, il a une manufacture particulière qui pourrait me faire penser à tel ou tel peuple, tu vois? Ouais, carrément, tu identifies immédiatement que la garde du surin a été taillée dans un fémur humain. Ok. Et ça, visiblement, c'est quelque chose de très primitif, même pour des membres de la résistance.
C'est trop primitif même pour des membres de la résistance. Et tu vois Zareko. Et si Zareko était autrefois un bel homme, selon les standards polskarites, il revêt aujourd'hui l'apparence décharnée d'un vieillard apathique et négligé. Ses doigts sont calleux et couverts d'encre, à force d'étudier des manuscrits, et ses yeux, inertes et cernés de noir, sont profondément enfoncés dans leurs orbites. Sur la table, tu observes différents documents dispersés, maculés du sang de Zareko qui se propage en fait sur le bois, une carte d'Hélios annotée d'inscriptions, des croquis au fusain représentant une porte de pierre, des extraits d'anciennes légendes au sujet de la bibliothèque engloutie et une lettre de Marc adressée à l'intention d'Hélios. Tu vois brièvement tous ces documents et voilà. J'essaye de ramasser le plus de cartes et de croquis possible. Et Ok. donc, si le Délios est toujours vivant, est-ce que je sais où est-ce que je pourrais trouver de l'aide? Donc, tu vois, un médecin, quelqu'un. Sans doute que dans le stratoport de Dunan, il y a un sanatorium ou un médicae en poste qui pourrait lui appliquer des soins, quoi. Mais moi, néanmoins, pendant que tu t'interroges là-dessus, que tu es resté seul et que tes compagnons sont partis, tu ne sais pas où, fais-moi un petit jet de survie ou d'observation. À toi de voir. Ni l'un ni l'autre. Tu n'as ni un ni l'autre. Avec humain. Et ouais, s'il te plaît. Parce qu'il y en a un deuxième. Ah non, la bonne blague. J'ai un double. Ok. Toute la... Comment dire? La boutique d'antiquaire est envahie d'une odeur de mort ou d'agonie quand même, hein. Korloff s'est vraisemblablement fait poignarder il y a peu. En témoigne vraiment ce sang qui continue de se propager sur la table, puisque j'imagine que tu as enlevé les documents pour les sauvegarder. Il y a cette odeur forte de musc d'Ainos qui donne vraiment une odeur très épicée à l'air. Et tu ne peux t'empêcher de percevoir comme une forte odeur de sueur et d'urine qui provient d'au-dessus de toi, visiblement dans les charpentes au-dessus de toi. Bon, bah, je sors. Du coup, dès que je me rends compte de cette odeur-là, je sors par la porte la plus proche. Ok, tu vas me faire un jet de mouvement avec abrité, s'il te plaît. Immédiatement, et tu vas lancer le dé de risque. Pendant ce temps, Sacha et Azerio, vous êtes toujours en train de courir. Vous traversez cette fumée opaque qui a visiblement été concoctée de manière assez rustique avec du charbon, du soufre, etc. Vous fendez cette purée de pois en quelque sorte pour continuer, j'imagine, à poursuivre le voleur, quoi. Ouais. Et Ouais. donc, pour mon test, donc j'avais 5 dés. Mon premier, le dé de stress, ça fait 2. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse au moins un doublé, c'est ça? C'est exactement Ouais. ça, ouais. Alors, j'ai fait un full. C'est-à-dire que j'ai eu 2 x 2 et 3 x 5. Donc, tu as canalisé ton dé d'adrénaline, Ouais. c'est ça? Ok, très bien. Donc, ça veut dire que tu ne seras pas victime de ton adrénaline. Ok. Super. Et tu fends vraiment l'air et enfin voilà, je vais attendre que Sacha nous donne son résultat. Oui, moi j'ai fait 2 en dés d'adrénaline Ok, et ensuite j'ai fait 0 double en fait. ok, très bien. Donc étonnamment, Azerio qui est en théorie d'une moins bonne constitution que toi, arrive mieux en fait à anticiper les mouvements de foule, etc. Toi, Sacha, tu as eu une réaction un peu de tirailleuse en fait, c'est-à-dire vis-à-vis de ce coup de feu. Tu as voulu te mettre immédiatement à couvert et en fait tu t'es pris les jambes dans un étal, tu as chuté au sol
Et tu avais utilisé quoi comme aspect principal pour réaliser ton action de mouvement? Corps, cœur ou esprit? Corps. Ok. Et en tombant, en fait, tu tombes vraiment la tête la première. Tu te fractures un petit peu le menton sur les pavés et tu subis une blessure. C'est comme ça que se matérialise ton échec vis-à-vis de l'adrénaline. D'accord. Donc toi, Azéréo, dans ton champ périphérique, tu vois Sacha qui s'écroule au sol, visiblement. Ouais, Tu continues. je continue. Dans ma tête, Ok. c'est vraiment, il faut que je le chope, faut que je fasse quelque chose. Je sais pas en fait ce que je vais faire si j'arrive à l'avoir, mais je cours pour essayer de l'attraper. Ok. Tu arrives franchement à gagner de la distance sur lui. Tu vois qu'il a vraiment les pas lourds. Chacun de ses pas fait vraiment, on dirait presque une bête quoi, qui marche, qui mugit. Il a l'air de vraiment... et tu vois en fait que sous son par-dessus, qui vole en fait du fait de sa course, tu vois qu'il tient un objet relativement lourd et volumineux dans sa main. Le fait que tu te sois si bien rapproché de lui te permet de discerner ce qui semble être un Christokarst. Ok. Ok. Là, j'ai les yeux qui brillent. Et tu vois que tu lui cours après. Tu lui cours après. Rapidement, il arrive à quitter la place, à s'engager dans des petites ruelles. J'imagine que tu le poursuis dans les petites ruelles. Oui. Ok. Bah fais-moi un dernier jet de mouvement pour savoir si tu arrives à lui couper la route. Allez, on y croit. Donc toujours 5D. Machaoué. Ben, j'ai rien et j'ai 5 sur mon dé de risque. Par contre, est-ce que je pourrais utiliser mon vécu esprit libre qui me rajoute un dé pour résister à la menace, la propagande et l'intimidation? Ouais, carrément. Yes. Ok, donc je lance. Eh ben, j'ai quand même rien. Voilà. Ok. Et en fait, au moment où tu sens cette odeur d'urine, tu te dis, ok, je suis pas avec mes compagnons, il faut que je parte. Et vraiment, tu sens, tu te diriges vers la porte et tu sens derrière toi, à 1 ou 2 mètres de toi, tomber une silhouette, tomber de manière quand même assez agile sur le sol. Tu sens vraiment une silhouette qui pue la sueur et l'urine. Et je sais pas si tu te retournes. Clairement, non. Je sors. Ok, et ben il essaie de te poignarder. Tu vas me faire un jet de défense, s'il te plaît, pour voir si tu arrives à échapper à son attaque, quoi. Ne jamais tourner le dos à un ennemi, mais quelle erreur! J'avais déjà le dos tourné, je voulais sortir, bordel. Pourquoi faut que ça m'arrive? Donc là en fait, comment on fait la défense dans Polestar? En fait, il y a 2 types de défense. Il y a les défenses liées au combat si tu veux parer, et les défenses liées au mouvement si tu veux esquiver. Là, en l'occurrence, comme tu te précipites vers la sortie, c'est une défense liée au mouvement. Comment marchent les créatures dans Polestar? Elles sont toutes liées à des aspects secondaires. Et là, cette personne, cet ennemi, il est associé aux aspects secondaires exposés et abrité. Ok. Ok. Donc tu peux associer ces 2 aspects, enfin l'un de ces 2 aspects dans ton jet de défense, quoi, pour anticiper ses mouvements, pour ce genre de choses, quoi. Ok. Bah, ouais. Donc ça me donne corps et exposé seulement puisque je n'ai pas de mouvement. Magnifique. Bah rien. Rien du tout. Non. Et Ok. alors j'ai connaissance en outils. Je sais pas, est-ce que tu vois, Non, est-ce que tu as une armure? Est-ce que tu as quelque chose qui peut faire mais office rien. de Mais rien. protection? Rien du tout? Ah ouais, allez, Rien. Alors, laissez la si, manie par derrière. Hein. Ben ouais, Il c'est fallait clair. prendre son clébard aussi, hein. Par contre, j'ai sentinelle quoi. Chaque fois que vous subissez une blessure, je dois lancer un D6 et sur un résultat de 6, j'ignorerai l'état. Ok, comme tu n'as pas de protection, tu vas subir 3 blessures. Donc tu vas pouvoir me lancer 3 D6 du fait de ta résistance
de ta résistance inhérente parce que tu es une résistante. Et sur chaque 6, tu vas pouvoir ignorer une de ces blessures. Autrement, tu les subiras de plein fouet. Alors que l'homme, vraiment, elle vient pour planter un surin dans ton dos, quoi. Et là, du coup, par rapport à Sentinelle, ça veut dire que je me rajoute un 4e dé ou... Non. Ça veut dire que en fait, là, tu vas subir 3 blessures. Ok. Ouais. Et ben, du coup, tu vas lancer un D6 pour chacune de ces blessures. Donc, tu vas lancer 3 D6. Et sur chaque 6 que tu vas faire, tu as une peau assez résistante. Pour, en fait, ta peau, elle est comme une armure naturelle, entre guillemets, quoi. Coriace, quoi. Elle est coriace, la mémé. Non, pas que ça. Non, je me prends 3 points de blessure. Tu te prends 3 points de blessure, ok. Et tu vois donc cet homme qui vraiment vient te poignarder d'un surin dans ton dos. Tu sens vraiment ton dos se faire lacérer par une pointe aiguisée. Et tu l'entends, tu entends une voix gutturale susurrer dans ton oreille, dans une langue que tu ne comprends pas. Ou en tout cas que tu n'arrives pas vraiment à traduire instantanément, quoi. Et tu entends une voix qui dit Arbaxar Uranfek, Arxar Oroktur Uranfek. Tu le sens comme ça, te lacérer le dos, te jeter au sol. Tu hurles? Ah oui, je hurle. Il te jette au vraiment sol. pas le A de douleur, mais le A, tu vois, comme une bête qui répond à une autre bête, quoi. Ok, et t'essaies de hurler au point de l'intimider? Ou t'essaies de hurler au point d'alerter potentiellement des gens? Enfin, tu hurles de douleur simplement ou... Non, je veux l'intimider, là, c'est... Ok, tu peux me faire un jet, franchement, tu peux me faire un jet d'autorité avec exposé. Et... Après, enfin, avec exposé ou avec autre chose, hein, si tu justifies... Non, c'est les meilleurs caractères que j'ai, écoute, c'est... Ah bah, tu es un homme bête qui parle... J'ai un double. Ok. J'ai un double. Et tu vois qu'il te retourne. Il a pas l'air d'être foncièrement intimidé par toi. Et tu découvres le visage décharné d'un homme qui a vraiment des traits de bête. Il a la peau blanche, blafarde. Il a les dents qui sont tellement, mal entretenues. Ouais, pourries, très clairement. Il te regarde comme ça. Il te répète une ultime fois la deuxième phrase qu'il a prononcée. Alxar Oroktur Oranfek. Et il te pousse. Et il se dirige vers l'entrée par là où vous êtes rentré de l'échoppe. Et il se casse. Ok. Pendant ce temps, Azerion. Alors, j'ai fait un double 6, mais... alors, dans outils, j'ai cartographie. Alors, sachant que j'ai plusieurs cartes, moi, c'est sûr, je prévois toujours les choses. Donc, je voulais savoir si j'avais donc une carte d'une âne, donc qui permettait de savoir précisément où on était et de savoir que, bah, finalement, les petites ruelles, ce que je pourrais utiliser à mon avantage et ce qui pourrait me désavantager. Et si ça me désavantage, d'anticiper, en fait... ce désavantage. Comme tu me demandes un objet relativement précis et que je ne suis pas en mesure de savoir si oui ou non tu as sur toi une carte de Dunan, je vais utiliser ce que j'appelle la règle d'or de l'histoire. C'est-à-dire je vais lancer là en l'occurrence un dé où il y a marqué non, non et, oui, oui et, etc. D'accord ? Ok. T'es d'accord ? Je lance. Ok. Alors, oui, tu as une carte de Dunan, mais... parce que c'est oui mais qu'on a tiré. Ouais. En fait, au moment où tu... donc visiblement, en fait, tu consultes cette carte ou ce rapide plan pendant ta course. On est d'accord, tu fais ça Ouais. Ok. En fait, le fait de regarder comme ça la carte, forcément, tu perds un peu d'attention ta cible pendant un instant. Et en fait, tu vas juste percuter un passant qui est là, il te freine un petit peu dans ta course, mais surtout ça te coupe la respiration, donc tu prends une fatigue. Ok. Mais tu peux utiliser ton outil. Ça marche. Et ton outil de carte, il est cassé, puisque en fait, sur l'impact, ta carte, elle s'est un petit peu déchirée. Tu vois. Ok. Donc je retire une croix dans cartographie.
Voilà. Et je peux par contre relancer un de mes dés, c'est ça? Exactement. Ok. Sacha, selon ce que tu fais, tu pourras me dire ce que tu fais aussi. Tu as eu le temps de te relever entre-temps. Je relance... Ouais. J'ai fait un 6, c'est un triple. Ok. Donc, tu consultes le plan comme ça. Tu cours. Tu arrives à le rattraper. Tu es vraiment à portée de pouvoir lui sauter dessus. Eh ben, je lui saute dessus. Ok, bah, fais-moi un jet de combat pour essayer de le maîtriser, s'il te plaît. Alors... Ah ouais. Là, c'est ouais. du là. Oui. Là, c'est du rugby, là. Eh ben, donc là, c'est forcément corps, hein, on est d'accord. Là, c'est plutôt corps, ouais. Est-ce que je peux utiliser humain? Ouais, carrément. Ouais, donc c'est 3D. Alors, c'est 3D. Hop, j'efface, je lance les 3. Bah, j'ai rien du tout. Après, libre à toi, je sais pas si tu as une arme, mais tu peux... Non, tu n'as pas d'arme. Non, j'aime la parole. Ouais. J'aime le beau Faut jeu. que tu lui mords l'oreille, quoi. C'est ça. Et donc, tu n'as rien fait du tout? Bah, ouais, j'ai rien fait du tout. Donc, je saute pour essayer de le choper, mais voilà, je retombe sur le côté. C'était beau. Tu vois vraiment cette image où tu as un rugbyman qui se fait arrêter par un enfant, puis en fait l'enfant se fait littéralement traîner par le rugbyman. Ouais. C'est un peu ça en fait. Ok. Du coup, tu lui sautes dessus, effectivement, tu arrives à lui sauter dessus. Et en fait, le gars vraiment, il vient et il te donne un coup de pied dans l'épaule. Il t'inflige une blessure parce que en fait, tu sens ton épaule craquer sous son espèce de botte. Qui ne semble pas être une botte, mais plus comme s'il avait les jambes bandées, tu vois, comme des bandes moltières quoi, autour de ses jambes. Il te regarde, tu vois visiblement sur son visage, tu vois qu'il a la peau comme calcifiée. En tout cas, il a la peau qui est vraiment couverte de croûte. Tu n'arrives pas forcément à identifier trop ce que c'est. Et tu le vois courir et sauter par-dessus la jetée. Ok. Bah, je reprends mon souffle, je me touche l'épaule. J'ai toujours ma pipe à la main gauche et je regarde en fait derrière moi si je vois Sacha. Sacha. Oui, moi, du coup, j'ai vu de loin ce qui s'est passé. Et là, en fait, je le vois plus, le type, là. Ouais, le type, en fait... il a sauté... il a sauté par-dessus une balustrade et il a disparu comme s'il avait disparu dans le vide, comme s'il avait sauté d'un balcon, tu vois. Et alors, bah, du coup, je monte du coup, en hauteur, là, pour voir si on peut voir dans le contrebas. Ok. Moi, un petit jet d'observation avec Aeros. Il a vraiment comme sauté d'un belvédère qui donne en fait sur les quais en fait, sur les docks, sur les aéronefs qui font escale à Dunan, qui repartent, etc. Faire avec esprit. Ouais. Congé. Ouais. Oui, j'ai fait un double. Ok. Et tu vois que l'homme visiblement a profité de son élan pour sauter en fait dans une sorte de ce qu'on appelle des graveliers, qui sont tout simplement un peu comme les gondoles à Venise, enfin comme les gondoliers à Venise, ces espèces d'aéronefs transport en commun qui permettent de rallier différents points du stratoport quoi. Et tu le vois vraiment qui se réceptionne à l'intérieur de ce lourdement à l'intérieur de ce gravelier et gravelier qui part en direction de la zone du stratoport où sont amarrés les différents croiseurs, etc. Ok, bah je me tourne vers Azerio et... T'es pas loin, hein. Faut que t'arrêtes la pipe, toi. Hein. Ouais. Ou la Bouka, ou les deux. C'était pas comme les contrefeurs de Zayar, mais c'est pas passé loin. S'il te plaît, ne dis rien à Mashaway. Et si tu pouvais m'aider à te dire... Et je me mets sur son épaule, enfin je tiens mon épaule sur son épaule à elle. Tu peux m'aider? Faudrait qu'on revienne chez l'antiquaire.
On a des choses à se dire, je pense. Allez, et je l'embarque, je râle aussi et tourne vers la boutique. Eh bien, je pense que c'est un très bon moment pour arrêter notre premier épisode, en tout cas. Oh oui. Oh là là. Eh ben en tout cas c'était vraiment super, c'est une première bonne partie vraiment cool. Ouais, c'est intense. Je crois que tu as vraiment bien scénarisé en mode critical play, c'est vraiment cool. C'était une vraie ambiance. On te fait même les Ouais. échecs. C'est parfait. J'avoue, en fait, c'est ça le truc, c'est que du coup, j'avais quand même construit 5 personnages. Et du coup, le scénario, je l'ai pas changé. Et quand dans Polescar, tu crées 5 personnages, quand dans Polescar, tu crées un scénario par rapport à des personnages et qu'il y a des membres de la compagnie qui manquent, potentiellement, c'est des compétences en moins, c'est des aspects secondaires en moins, etc. Mais Quand tu m'as dit, tu aurais voilà. dû prendre Oko, j'ai failli te répondre. Non, c'est Yo que j'aurais dû. Ah ouais, Yo, en plus, c'était le bourrin. Enfin, quoique, en fait, Mais oui, c'était pas le bourrin. Et c'était, oui, il avait un passé carrément. Ouais. Et en Bien, tout cas, voilà. c'était une première bonne partie. Il y en aura une autre dans 2 semaines. Et puis, bon, le financement sera terminé, mais ça nous permettra quand même de poursuivre l'aventure Polescar et puis de découvrir un petit peu qui se cache derrière la mort de notre mécène. Exactement. Et donc, on vous dit dans 2 semaines. Merci À 2 Enzo. semaines, ouais. Et, Merci Enzo, merci à ouais. Et Et au puis, prochain palier sur le financement. exactement. Le palier Critical Play. Faites tout pour, Le palier Critical exactement, Play. faites tout pour débloquer le palier Portamondis et ensuite le palier Critical Play pour revivre l'aventure de votre chaîne YouTube préférée dans l'univers de Polescar. Ouais. Et ben, un gros bisou à tous. Et puis, à dans 2 semaines. Salut. Salut.